les voitures dans lesquelles elles roulent. Regardez les, comment on appelle ça? On ne sait pas ce qu'elles font. Elles voyagent toujours en première classe. Tu veux voir c'est quoi? Quelle est l'activité qu'elles font? Vous regardez les influenceuses là? Il y a une, on a offert Range Rover, il n'y a pas des jours dans, comment on appelle ça? Saint-Valentin là. Vrai ou faux? C'est pas la masse, on aime en fumer. Hein. C'est ton papa en antenne en fumer, bâtard là. Il y a une influenceuse, on lui a offert une voiture hors de coût. Est-ce que ça? Et puis c'est 2026. Attendez. Il faut qu'on cherche le prix de ça. Est-ce que c'est les refondateurs qui sont au pouvoir? Des voitures qui coûtent près de plus de 250 millions. Ah! Qui fait ça? Posons-nous les bonnes questions. Bon, j'accepte que les refondateurs donnaient RAV4. Mais RAV4, c'était combien? Par exemple, on dit c'est nous. Moi, j'accepte que ce soit nous. Pas dire que par défaut, j'accepte que ce soit nous. RAV4, c'était combien à l'époque? Mais regardez les voitures dans lesquelles les petites filles la roulent. Il y a une à qui on a offert un véhicule de plus de 250 millions. Qui lui offre ce véhicule? Normalement, si c'est ton mari qui t'offre ce véhicule, on doit pouvoir le voir. On dit, ah, monsieur, tant, voilà le cadeau qu'il offre. En ces temps des vaches maigres là, bon, si tu offres voiture de plus de 250 millions, c'est que toi-même, tu as combien dans ton compte? Tu as enlevé 250 millions pour acheter une voiture? C'est que toi-même, tu as combien? On dit non, au temps de Gbagbo, il y avait les grosses voitures. Il y avait quelles grosses voitures? Il y avait le fils de Mathieu Ekra, je crois, qui était proche du président, qui à l'époque avait des voitures assez importantes. Mais lui, il a toujours été dans ce domaine-là. Mais à Abidjan, regardez les voitures qui circulent. Il y a Tesla, il y a Cybertruck. Il y a Rolls-Royce Spectre. La Rolls-Royce Spectre, là, c'est une voiture de plus de 400 millions. Je ne comprends pas. Regardez, on dit à Abidjan, autant de Laurent Gbagbo, les immeubles poussent comme champignons. Mais actuellement, là, on voit ce qui se passe. Comment les gens font pousser des immeubles. Comme si immeuble, là, ça ne coûtait rien. Est-ce que vous voyez? Et tout ça a contribué à rendre la vie des Ivoiriens beaucoup plus chère. Donc, je comprends que tout ce qui s'est passé sous le pouvoir de Laurent Gbagbo, en fait, puisqu'ils ont co-géré depuis 2003, n'oubliez pas que les gens sont dans le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Et sur un gouvernement de 40 personnes, le PPACI avait, le FPI d'alors, pardon, avait au moins 10 postes. Au moins. Allez-y voir Makoussi. Sur 40 ministères, là, on avait 10. Donc, c'est les 10 ministres là qui offraient les voitures, les RAV4 aux filles d'Abidjan. Les motos bloquaient les boutons. Bloquez-les. Donc, c'était les 10 ministres là. Moi, je veux savoir. Hein. C'est les 10 ministres là hein, qui offraient les RAV4 à toutes les petites filles d'Abidjan. Pendant que on a des jeunes filles, des jeunes influenceuses ici. On ne sait pas quel est le travail qu'elles font. Roulent dans des voitures de 200 à 300 millions. Voyagent à chaque fois en classe business. Quelles sont les activités? On ne sait pas. Vous voyez? Et ça, on n'en parle pas. Pourtant, les gens nous ont lessivés avec ça. Pour dire qu'on dilapidait les fonds publics en entretenant les femmes. Ils ont collé l'étiquette des chercheurs de femmes au ministre de Laurent Gbagbo. Or, c'est faux. Tous les scandales sexuels là, qui est mêlé? Ce n'est pas eux. C'est eux qui sont mêlés à cela. Vrai ou faux? Qui construit les immeubles là?
les immeubles de 5 milliards, là, puisque Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir. Ses ministres ne sont plus au pouvoir. Donc, qui construit ces immeubles-là? Qui construit? Et c'est eux, merci Laj Bayendi, c'est eux, puisque c'est eux qui ont l'argent pour construire les immeubles, alors c'est eux qui fixent le coût des loyers. Comment avec 250 000, 300 000, tu peux pas t'offrir, tu peux pas louer une maison? C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis en train de parler avec une petite soeur aujourd'hui qui cherchait une maison et puis elle m'a dit un peu, ah grand frère, voilà, voilà. Je dis quoi? Bon, vraiment, c'est tout ça qui me conforte pour dire que, à la vérité, ils n'ont fait que mentir sur le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? On a dit non, il cherche femme, il cherche... Mais voilà Nina Peon. Merci maman Nadia. Voilà Nina Peon. Chakoul, ce n'est pas seulement les Libanais. Les Libanais là, c'est des prête-noms. Moi, je sais de quoi ils parlent. En tout cas, dans beaucoup de cas, les Libanais là, c'est des prête-noms. Pour beaucoup, c'est vrai que c'est pas tous parce que bon, ils sont dans beaucoup de choses pas très propres. Mais il faut reconnaître que pour la plupart, c'est des prête-noms. Voilà. Donc, c'est vrai que on peut les accuser, tout ça, je suis d'accord. Mais on nous a, nous là, on dit que nous sommes des chercheurs de femmes, que nous on est venus au pouvoir là, c'est pour chercher femmes. Ouais, c'est ça, Soleil. Attendez, hein. Il y a mettre quelque chose rapidement pour illustrer mon... ok. Nina Peon, voilà. Voilà. Ok. Voilà. Donc, eux, ils ont dit que nous sommes les grands chercheurs de femmes. Oh, le pouvoir de Laurent Gbagbo, ils n'étaient pas concentrés. Ils cherchaient toutes les petites filles d'Abidjan. Right? C'est ce qu'ils ont dit de nous. Nous, on cherche toutes les petites filles d'Abidjan. Voilà, nous là, le président Laurent Gbagbo. Il y a un journaliste là. Les journalistes de malheur là. Un homme de culture là. Il s'appelle Tubus Kofi. Qui le connaît? Vous voyez comment il parlait du pouvoir de Laurent Gbagbo? La jouissance paresseuse. Hein? Des gens qui sont distraits, qui ne sont tournés que vers les femmes. Mais ils n'ont pas pu prouver que nous, on était mêlés à des choses comme ça. Ils n'ont pas pu. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien pu. Ils ont toujours dit non. Nous, ces femmes, on aime, on fait ci. Eux, là, ils sont venus au pouvoir en 2011. Voilà, Nina Peon qui est là. Il se passe quoi, en fait? Vous voyez, ce sont des scandales qui sont très, très, très graves. Comprenez que tous les mots dont a été accusé le président Laurent Gbagbo, en fait, c'était eux-mêmes qui le faisaient. Parce que la vérité est là. La vérité est là. On dit non, c'est Laurent Gbagbo et son pouvoir qui offre les RAF4. Alors que dans tout le pouvoir, dans tout le gouvernement, sous Laurent Gbagbo, sur près de 38 à 40 ministres, on n'avait que 7, maximum 10 ministres. Donc, c'est les 10 ministres-là qui offraient les RAF4 à toutes les filles d'Abidjan. Nous, on n'est plus au pouvoir. Qui continue d'offrir les grosses voitures, là, aux petites influenceuses, là, aux jeunes filles qu'on voit, là. Regardez les voitures qui circulent à Abidjan. Même moi, dans le pays de vie, pour voir ces voitures-là circuler, c'est difficile. J'ai vu une Rolls-Royce Spectre. Allez vous renseigner, vous allez voir. C'est des voitures hors de prix. Regardez les voitures qui circulent en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir. Pourquoi tout ça circule? Donc ça veut dire que eux, ils ont co-géré le pouvoir avec Laurent Gbagbo.
Donc, à la vérité, c'était eux. C'était eux. C'était eux. Et même si on offrait des RAV4, c'est combien? C'est ce que je disais. Donc, regardez les scandales. À chaque fois qu'ils sortent du pouvoir d'Alassane Ouattara. On va parler de cette affaire de Nina Peon Keïta. Et puis, vous allez voir. On va sortir quelques zones d'ombre. Et puis, on va comprendre certaines choses. Soleil, si tu veux monter, tu me dis. Hein. Si tu veux monter, tu me dis. Comme ça, voilà, je pourrais, si tu veux. Voilà. Ok. On va parler de cette affaire-là. Que les gens cherchent à cacher tout ça. Normalement, il devait avoir une commission d'enquête au niveau de notre assemblée. Bah oui. Pourquoi? Parce que à travers l'implication de Nina Keïta dans le dossier Epstein, c'est la Côte d'Ivoire qui se retrouve traînée et salie. La Côte d'Ivoire, pour ce qui se passe dans ce dossier-là, la Côte d'Ivoire est un cas particulier. Vous savez pourquoi? Parce que Uncle, vous savez c'est qui dans les dossiers Epstein? Uncle a été cité plusieurs fois. Vous comprenez? Donc, la personnalité ou la première personnalité la plus importante de la Côte d'Ivoire a été nommée dans le Epstein File. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le logiciel espion dont on parle, là, Pegasus, là, c'est quelque chose, c'est un logiciel, allez-y vous renseigner, qui est dénoncé et décrié. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de conventionnel. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ce n'est pas quelque chose de conventionnel. Ce n'est pas une manière de faire qui est légitime, qui est légale. Vous comprenez? Ce n'est pas... c'est un logiciel qui crée beaucoup de controverses. Parce que ça viole beaucoup de réglementations. Voilà. C'est une affaire... Il y a une affaire qu'on appelait l'affaire Pegasus qui suscite l'indignation. On ne peut pas se réjouir de cela. On ne peut pas dire que, comme on veut surveiller la Côte d'Ivoire, on doit se doter de logiciels espions à l'effet d'espionner les citoyens. Non. Si ce sont des choses qui doivent être faites, normalement, on doit légiférer là-dessus pour que chaque citoyen sache que on a plus ou moins des moyens de surveillance sur leur méthode de communication qui est utilisée par le gouvernement. OK? Mais on ne peut pas utiliser ces systèmes d'espionnage-là sans que la population n'en soit informée. Donc on ne peut même pas se réjouir de l'acte posé par Nina en essayant de connecter ceux qui détiennent ce logiciel-là pour le faire fonctionner en Côte d'Ivoire. Bon, moi déjà ça, je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est bien. On a la nièce du président de la République qui est mêlée à une affaire mondiale, qui touche l'élite mondiale. Et c'est une affaire des plus rocambolesques. En ce sens que la personne incriminée est une personne qui est qualifiée en tant que pédocriminel. Il y a eu des enlèvements de jeunes filles, d'enfants. Il y a eu des abus sur des mineurs. Il y a eu des VIOL. Il y a eu du cannibalisme. Il y a eu des assassinats. Il y a eu plein de faits comme ça qui jonchent, bien évidemment, ce dossier
Epstein. Parce que les gens veulent nous faire croire qu'à la vérité, la dame n'a rien fait de mal. Ce n'est pas parce qu'elle a été au contact de ce pédo-là qu'elle est de facto incriminée. Non. Le simple fait d'avoir eu des échanges avec lui ne la rend pas complice de tout ce qu'il a eu à faire. C'est faux. C'est faux. Je vais vous détailler un peu comment est-ce que tout ceci a commencé. Comment elle, déjà, elle a pu entrer en contact, bloquer les moutons. Bloquer, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit de les muter, bloquer les moutons. Voilà. Moi, je vais raisonner par l'absurde. Je vais raisonner par l'absurde. Imaginons un instant que cette histoire-là se serait passée avec la nièce ou bien une proche du président Laurent Gbagbo. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Le président Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir. Le PDCI n'est plus au pouvoir. Mais sur les chaînes de télé, notamment NCI Live TV, qu'on appelle Télé sans filtre, les gens s'adonnent à cœur joie avec des chroniqueurs de bas étage pour fouiller dans les caleçons de nos dirigeants. C'est-à-dire, à chaque fois, on utilise comme sujet, oui, c'est comment? J'espère que tu vas bien, Marie-Jeanne. À chaque fois, on utilise comme sujet pour débattre les activités des opposants. On veut savoir si l'épouse du président Laurent Gbagbo a préparé un riz couché que le président a refusé de manger, mais que c'est Blé Goudé qui est venu manger. Et on se met dans tout et on voit des chroniqueurs de bas étage en train de vociférer, en train de parler de l'AES, en train de parler de tout sauf de l'essentiel. On a une affaire scandaleuse, une affaire qui touche l'élite mondiale. Et cette affaire-là fait des vagues. Tous ceux qui ont été de près ou de loin mêlés à cette affaire-là, soit démissionnent ou alors soit sont interpellés ou font office d'une enquête judiciaire. Qu'est-ce qu'il en est pour la Côte d'Ivoire? Nina Keïta, c'est qui au demeurant? Il faut qu'on en parle. Parce que ça aurait été nous, on nous a accusés d'avoir donné des RAF4, d'avoir utilisé l'argent public pour offrir des RAF4. Alors que dans un gouvernement de près de 40 ministres, nous n'avions que 7 ministères ou 10 ministères tout au plus. Est-ce que ces 10 ministres-là auraient pu offrir des RAF4 à toutes les jeunes filles de la Côte d'Ivoire? On nous a accusés d'être des jouisseurs, d'avoir de la jouissance facile, tout et tout. Alors que en eux, il sommeille des choses beaucoup plus graves. Tout ça, je dis, gloire à Dieu. Parce que ce sont des choses qui nous montrent à suffisance clairement jusqu'où ce gouvernement-là est prêt à aller. Vous comprenez? Comme les plateaux de télé, NCI et tout ça ne veulent pas en parler, nous, on a notre plateau de télé qui est là. Donc, nous allons en parler. Bonsoir, bonsoir. Ok, donc, Nina Keïta, viens en causer un peu. C'est qui Nina Keïta? En vérité, comment est-ce que elle est en contact avec Jeffrey, comment on appelle ça, Epstein? Parce que c'est ça en fait. Ce sont des choses que on doit savoir, n'est-ce pas? J'ai suivi un panel où, oh, les gars là, un instant, hein, j'ai retrouvé un truc là. J'ai retrouvé un truc. Je retrouve un truc rapide et puis, ouais, mon truc là. Ça c'est tout moi ça. Voilà, ok. Nina Keïta, c'est quelqu'un qui est mannequin.
Ok, on le sait. Il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Je veux dire que même de son soi-disant CV. Voilà, parce qu'elle a commencé le mannequinat très jeune. Alors je me demande, bon, tout ça, on ne va pas s'écarter. Ok. Ok. Donc, Nina Keita a été cooptée par Jean-Luc Brunel. Ok. Jean-Luc Brunel, c'est un agent mannequin français. Donc, il est fondateur de ce qu'on appelle Karim Models, qui est une agence pour recruter les mannequins. En tout cas, ceux qui sont très introduits dans le dossier, qui essaient de faire l'effort de faire des recherches, sauront plus ou moins de quoi je parle. Donc, il est fondateur d'une agence de mannequinat. Donc, vous savez ce que c'est un peu. Hein, on recrute des filles très jeunes, minces et lancées, généralement qui sortent à peine de la puberté. Et puis, bon, on les fait défiler pour des grands couturiers, tout ça. Ça, je pense que c'est la face visible de l'iceberg. Mais le bas blesse, c'est que Brunel, c'est un grand pote à Epstein. Et il a voyagé 25 fois sur le jet privé de Epstein entre 1998 et 2005. Il a même visité Epstein en prison en 2000 et 2009. Bon, quand il utilise le jet privé de Epstein pour voyager là, qui voyageait lui dedans? Et c'est lui là en fait qui a coopté Nina Keita. Donc Nina Keita a travaillé dans l'agence de Brunel. Vous comprenez? Donc c'est par Brunel que Nina Keita fait la rencontre de Epstein. Ok? Maintenant, Brunel, généralement les jeunes filles qu'il copte, c'est entre 14 et 15 ans. Quand elle rencontre Epstein, parce que Epstein, il a accusé de viol, il a accusé sur mineur, de trafic, d'exploitation. Donc, ils utilisent en fait les agences de mannequinat. Donc, Brunel utilise son agence de mannequinat pour faire quoi? Pour fournir des jeunes filles à Epstein. Parce que les mannequins qu'il utilisait pour travailler pour son agence, c'était des filles qui avaient un âge très jeune, donc qui sortaient à peine de la puberté. Et c'est quelqu'un qui a utilisé plus de 25 fois, le jet privé de Epstein. Et Nina Keita travaillait dans l'agence de Brunel. Donc vous voyez les ramifications. C'est de là, véritablement, que les choses, voilà, se compliquent. Maintenant, quand elle rentre en contact avec Epstein, c'est par le biais de Brunel. Mais elle a quel âge quand elle rentre en contact avec Epstein? Les files le dit, elle a à peine 17 ans. Donc elle n'est même pas majeure. Ça veut dire qu'elle est rentrée dans ce cercle-là à un âge mineur. Parce que travaillant pour l'agence de Brunel. Ok? Bon, moi à la limite, c'est ta vie. Tu peux en faire ce que tu veux. On va décortiquer. Je vais même jouer une adresse de Ouattara à la nation. Je crois entre 2015 et 2016. On va faire le lien avec les disparitions d'enfants qu'il y a eu dans une période mais qui a choqué toute la Côte d'Ivoire. Des enfants en grand nombre ont disparu sans jamais pouvoir être retrouvés. Ça a tellement choqué l'opinion publique que Alassane Ouattara, lors de son adresse solennelle à la nation, en a parlé. Mais nous comprenons pourquoi cela a eu lieu et dans quel cadre. Donc, c'est à l'âge de 17 ans qu'elle va rencontrer Epstein. Mais dans les files, on indique que Epstein et puis Nina, ils ont entretenu des liens étroits en 2000. Vous voyez, depuis quand? C'est-à-dire ils ont commencé à être très proches à partir de 2000. Et à l'époque, elle était âgée de 17, 18 ans. Mais déjà avant ça, elle travaillait pour l'agence de mannequinat de Brunel. Ok? Mais on dit non. Écoutez, hein, on dit non. Elle n'a servi que d'entremetteuse pour mettre en contact Epstein.
avec des hommes d'affaires ou alors avec des gouvernements pour aider l'État de Côte d'Ivoire à se doter des moyens très importants en ce qui concerne la surveillance du territoire. Mais c'est à quel moment elle le fait? C'est quand Ouattara vient au pouvoir. Donc c'est à partir de 2011. Mais elle connaît déjà Epstein depuis 2000. Mais est-ce que 2000, Alassane Ouattara était au pouvoir? Donc est-ce que les liens qu'il a liés à Epstein à cette époque-là étaient des liens d'affaires? Question. Parce que dans les files, c'est suite à l'agence de mannequinat de Brunel qu'elle rencontre Epstein. Mais ils avaient des liens très étroits. Donc déjà, la go était dans ses mouvements avec le gars, elle gérait ses bails avec lui. Quand on sait que ces liens ou ces rapports avec des filles d'âge très jeune n'étaient liés qu'à être VIOL. Voilà. Donc, le cadre de, ou alors la relation à l'époque qu'il a liée donc avec Epstein, n'était juste lié qu'à des rapports, je dirais, ce que vous savez. Donc, parce que depuis 2000 déjà, ils se fréquentaient, ils fricotaient. Et les sources précisent qu'ils avaient des liens étroits. OK? Donc, elle a fait son truc là-bas avec le gars et tout ça. Et jusqu'à ce que Patatras arrive, bien évidemment, Alassane Ouattara au pouvoir. C'est là que tout va commencer. Comme elle a des liens étroits avec lui, elle sait très bien dans quel milieu d'affaires Jeffrey Epstein se trouve. Elle sait très bien dans quoi il trempe. Elle sait ses ramifications, ses relations. Elle sait que c'est quelqu'un qui est très puissant puisqu'elle le fréquente depuis 2000 où elle avait, je crois, à peine 18-17 ans déjà, elle le connaissait. Voilà. Et les sources l'indiquent. Donc, elle a été en relation avec Jeffrey Epstein. Non, nous on en parle parce que NCI ne veut pas parler de ça. Si NCI parle de ça, nous on ne parle plus de ça. Parce que quand ce sont les opposants, quand ce sont des choses inutiles, quand c'est pour parler des pays qui luttent contre les terreaux, mais Modo, si vous ne voulez pas bloquer les gens, il a enlevé tous les Modos, moi-même, il a fait mon truc. Cela était Modo, non? Il faut voir mon truc, pardon. Non, nous on va en parler parce que vous n'en parlez pas. Voilà. Vous n'en parlez pas et vous refusez que nous puissions faire la lumière sur, comment on appelle, ce qui est en train de se passer. Soleil, attends, excusez, je vais mettre mon gars Modo. Voilà. Soleil, attends, je vais te mettre Modo. Mais tu as Modo déjà? Ok. Ok, c'est fait. Ok, c'est fait. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, c'est le travail que nos journalistes et nos chroniqueurs doivent faire là. C'est ça, nous, on n'est pas journalistes, nous ne sommes pas des chroniqueurs, mais on s'est fait fort au regard de tout ce qui est écrit, de faire des commentaires là-dessus. Voilà, donc, comme vous ne voulez pas parler de ça, nous, on va parler de ça. C'est pas une question de dire, et alors, oui, bloquer les RDL, là. Voilà, parce que ça, je le disais tantôt, si c'était sous Laurent Gbagbo, on n'allait pas respirer. Tiens, sa femme prépare lui coucher, ça fait office d'émission télé. Donc, imaginez Epstein. Donc, continuons. Nous ne sommes pas distraits. Donc, j'étais en train de dire que la relation... Parce que c'est vous qui salissez les gens. C'est vous qui racontez des fadaises, des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, vous avez dit beaucoup de contre-vérités sur les opposants, des choses qu'ils n'ont jamais faites, des choses qu'ils n'ont jamais dites, des faits non avérés. Vous êtes évertueux à raconter des mensonges, juste dans le but de les salir. Maintenant, vous, ce que nous sommes en train de dire ici, nous ne sommes pas en train de vous salir. C'est ce que vous avez fait là, c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, je disais que Nina Keïta, elle était en contact avec Epstein depuis 2000. Donc, bien avant la session ou l'ascension de Ouattara au pouvoir. Elle avait des liens très étroits. Selon les sources, elle avait des liens très étroits. Ils se fréquentaient, elle copinait avec lui, ils se connaissaient, il n'y avait pas de truc. Et elle a eu à le rencontrer par le biais de Jean-Luc Brunel. Parce qu'elle était dans l'agence de mannequinat de ce dernier-là, qui, à la vérité, après tout ce que nous avons pu voir, servait, bien évidemment, ça dit son agence servait d'écran de fumée
pour livrer des filles en âge très bas à Epstein. Quand Ouattara vient au pouvoir, en 2011, elle comprend parfaitement qu'elle a un rôle à jouer. Elle comprend parfaitement qu'elle a un rôle à jouer, puisque fréquentant Jeffrey Epstein depuis les années 2000, elle sait très bien avec qui Jeffrey Epstein est en affaire. Elle connaît parfaitement ce dans quoi il trempe, elle sait ses ramifications, elle sait ses liens, elle sait son intrusion dans le monde du Ghouta, si je peux dire ça, international. Elle voit les gens avec qui il parle et tout ça. Donc c'est une aubaine. C'est bien évidemment une opportunité pour elle de jouer, de faire quelque chose. Et ce qui est très dangereux, c'est qu'elle a même eu à interférer dans des décisions d'État. C'est-à-dire qu'elle a même emmené Ouattara à prendre des décisions à l'encontre de certains membres du gouvernement. Epstein est venu en Côte d'Ivoire 3 fois. Ok? On ne vient pas dans un endroit au moins 3 fois où il n'y a pas d'intérêt majeur. Vous comprenez? Ok. On dit non que par son entremise, Jeffrey a pu permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'une certaine technologie, par le fait que le gouvernement israélien, parce que je crois qu'il y a eu de Barak et tout ça, voilà, bon, elle a géré ce bail-là pour que on puisse avoir du matériel de dernière technologie, pour faire quoi? Pour espionner les Ivoiriens, pour savoir exactement ce que font comment on appelle ça, ce que font les opposants, voilà, pour surveiller tout et tout. Donc, elle a joué son rôle d'entremetteuse et tout ça pour que la Côte d'Ivoire puisse se doter d'un certain type d'armement et tout ça. Non. Mais il y a quelque chose qu'il faut relever. Ils ne se sont pas arrêtés à ce type de collaboration. Voilà. Ils ne se sont pas arrêtés à ce type de collaboration. Elle a proposé les services qu'elle lui proposait bien avant que Ouattara ne vienne au pouvoir. En fait, c'est le vrai lien qui est là. Tous les autres liens avec les Karim Wade et tout ça, intervenir, ça ici, elle sait la puissance du gars, donc bien évidemment, elle va le solliciter. Mais ce qui fait leur point fort, ce qui les lie véritablement, c'est le côté que vous savez là. C'est ça qui les lie, parce que depuis 2000, ils sont très en contact. Ils se gèrent même, ils se fréquentent et tout ça assidûment. Quand on sait clairement les penchants du gars, donc on comprend le lien de rapport qu'elle entretient avec Epstein. Voilà. Mais quand Ouattara vient au pouvoir, bon, elle va se servir, bien évidemment, de son entrée auprès du gars pour avoir certains trucs pour le gouvernement. Mais sinon, ce n'est pas ça qui les lie véritablement. Parce que la preuve en est que ils sont allés beaucoup plus loin. Vous vous rendez compte? Elle lui a rendu des services. Mais ce ne sont pas des services. Elle a joué le rôle d'entremetteuse. Mais moi, oui, elle a été entremetteuse. Mais elle fait partie, en fait, du système de Epstein qui contribue à alimenter ce réseau-là en y apportant des enfants. C'est la vérité. C'est un scandale, mais des plus nauséeux et des plus graves. Dans les lettres, il y a des conversations où elle propose clairement de filer aux pédocriminels là des filles. C'est écrit. Et pas qu'une fois. Donc, elle va s'ériger, bien évidemment, en... Comment je peux dire ça? Pas en entremetteuse. Les gars qui managent les prostituées là, pour leur trouver des clients, des choses comme ça. En tout cas, elle va jouer ce rôle-là, mais à fond. Elle va jouer ce rôle-là à fond. Elle va lui offrir, voilà, Proxénète, merci. Elle va lui offrir clairement ce qui intéresse Epstein. Sinon, te mettre en contact avec une personne ici pour régler des... Ça, c'est rien. Lui, c'est pas ça qui l'intéresse.
Ce qui l'intéresse clairement, c'est le fait d'avoir des jeunes filles dans son entre là-bas, où il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, elle va lui offrir ses services. Et dans les lettres, elle va lui faire des propositions. Elle va lui proposer des jeunes filles. Est-ce que vous comprenez? Mais on sait que lui, ou alors ce qu'ils font là, ce n'est pas uniquement les jeunes filles qui les intéressent. C'est beaucoup plus des enfants. Et elle va faire venir Epstein en Côte d'Ivoire. Pour faire quoi, finalement? Pour rencontrer qui? C'est ça, en fait. Pour faire quoi? Pour rencontrer qui? On continue, hein? Je veux qu'on aille doucement, parce qu'on est pressé. Il y a beaucoup de choses que je vais dérouler, là. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. J'espère que je vais retrouver ça. Donnez-moi quelques minutes. Donnez-moi 2 instants. Je vais retrouver un élément. C'est où ça? Excusez, hein. Excusez. J'espère que je vais retrouver ça tout de suite. Ok. Donne-moi des... Ok. Moins que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Non, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Ah, toi aussi. Dans ton Côte d'Ivoire, tu as dit ça, ils vont couper ta tête tout de suite. Oh bien. Donc, Jeffrey Epstein vient en Côte d'Ivoire 3 fois. Ok. Mais il y a un fait qui m'a interpellé. Voilà. Je veux qu'on regarde ça ensemble. Je veux qu'on regarde ça ensemble. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées et je leur apporte toute ma compassion. Epstein, on va écouter d'abord Alassane Ouattara. Attendez. S'il vous plaît, faites partie de cette vidéo-là. Pour qu'elle arrive au procureur de la République, oui, je veux que ma vidéo parvienne à ce procureur-là. Parce qu'il est en train de tarder, il est en train de traîner. On va lui rappeler le code pénal de la Côte d'Ivoire. Mais bien avant ça, on va écouter Alassane Ouattara. Donc, asseyez-vous tranquillement et écoutons Dama Ouattara. Écoutez. Mes chers compatriotes, au cours de ces derniers jours, nous avons assisté avec indignation à des cas de disparition, d'enlèvement et d'assassinat d'enfants dans des conditions tragiques. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées et je leur apporte toute ma compassion, ainsi que celle du gouvernement et de la nation. Je condamne avec la plus grande fermeté ces crimes ignobles perpétrés sur des enfants sans défense. Tous les suspects seront traduits devant la justice et les coupables seront sévèrement punis. Il a dit, vous avez entendu Dama Ouattara, avant de poursuivre.
On a tous entendu, hein. Il y a eu des disparitions, des enlèvements d'enfants. Des enfants que nous n'avons jamais retrouvés, alors que nous savons que Jeffrey Epstein était à Abidjan dans cette période-là. Bon, il dit que tous ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes-là seront arrêtés, traduits devant la justice. Les enquêtes sont en cours, des choses comme ça. Qui a eu vent d'une arrestation de quelqu'un qui a enlevé les enfants qu'on n'a jamais retrouvés? Je vous pose la question. Quand on sait que Jeffrey Epstein, de 2011 à 2018, comme le dit Annie, était en Côte d'Ivoire. Le taux de disparition des enfants, ce ne sont pas des jeunes filles, ce sont des enfants. C'est bien précisé. C'est Ouattara qui le dit. Le taux de jeunes filles ou de jeunes enfants disparus était tellement alarmant et inquiétant que le chef de l'État en a en parlé dans son adresse solennelle. Ça veut dire quoi? Quand il y a une situation gravissime et que cette situation-là amène le chef de l'État à se prononcer là-dessus, ça veut dire clairement qu'il y a péril en la demeure.